Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour l'épisode numéro 5 de e-Teachers. C'est un petit peu plus détendu ce soir, je ne sais pas, peut-être parce que nous sommes en vacances, et oui, en tant que professeur de l'éducation nationale, et donc bonnes vacances à tous nos collègues qui nous écoutent. Quelques petits mots rapides par rapport au dernier épisode. Vous avez été encore assez nombreux à le télécharger en audio. On vous en remercie. On a eu quelques retours également. Voilà. C'est ce qui nous pousse aussi à continuer, hein. Encore une fois, je vous rappelle que ce podcast est fait par des passionnés d'informatique au sens large, de technologie associée à l'enseignement. On fait ça complètement en dehors du cadre professionnel direct, hein, de nos classes, même si on utilise certaines choses. C'est complètement amateur et bénévole et que le ton en restera ainsi, si tu veux bien, mon cher Jeff. Tout à fait. Bonsoir à tous. Oui, il y a pas mal de retours, beaucoup de retours en direct aussi via les petites questions-réponses via Google+, qui ont été pas mal pour le direct. Pas mal de téléchargements, tu disais. Je rappelle qu'aussi pour nous faire connaître le mieux, je répète à tous les épisodes, ça reste iTunes. Donc quelques étoiles sur iTunes seraient le bienvenu à tout le monde. On a notre communauté e-teachers notre communauté Google Plus e-teachers qui grandit de jour en jour, donc ça aussi c'est pas mal. Et on a aussi notre Facebook e-teachers, toujours aussi en ligne. Voilà. Aujourd'hui, on a la chance d'être trois. C'est un petit moment qu'on en parlait, qu'on allait essayer d'inviter un petit peu du monde. Et donc on a la chance aujourd'hui d'avoir Xavier qui va peut-être se présenter. Je te laisse, Xavier, je te Oui, lance. Vas-y, présente-toi. bonsoir. Eh ben, je suis très content d'être le premier invité donc sur les Teachers. Alors, je travaille pas à l'éducation nationale, je travaille dans le privé, comme quoi, même entre privé et public, il y a des passerelles. Donc, je travaille chez Icademy, qui est un centre de formation à distance. Je suis chargé de recherche et développement. Et je suis également tuteur auprès d'étudiants de bachelor et de master dans différentes matières. Et je vais y revenir par la suite. Voilà. D'accord, donc juste peut-être pour préciser un petit peu, c'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent dans ta structure retrouvent les mêmes parcours qu'ils pourraient trouver à l'université, sauf qu'ils les font complètement à distance, c'est bien ça? C'est ça, c'est-à-dire que une grande majorité, ce sont des étudiants de niveau 2. Ils ont choisi donc ces modalités de formation à distance en général tout simplement pour des raisons de logistique, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils ont un contrat en alternance par exemple, et pour des raisons familiales également. Toujours est-il que les modalités de formation distante qui leur permettent notamment d'accéder à une plateforme de formation à Tawad, quand ils veulent et sur quel que soit le dispositif, pardon. Donc voilà, ce sont les principales raisons qui les poussent à utiliser ces modalités. C'est du 100% en ligne, de toute façon, hein, tous les cours, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors on a également un centre à Paris et à Aix-en-Provence qui fait du semi-présentiel, hein, ça c'est pas nouveau, c'est-à-dire 2 jours de formation en présentiel, en centre, et le reste à distance. Et tout ce qui est examen, par exemple, c'est encore en présentiel? Alors là aussi, c'est du mix, c'est-à-dire qu'on a, suivant les matières, il y a des matières qui se prêtent très bien au 100% distanciel. Et c'est bien souvent sous la forme de quiz learning, des quiz sur lesquels je travaille d'ailleurs, qui sont relativement enrichis, hein, un petit peu rich media. Et puis il y a des matières en l'occurrence qui ne se prêtent pas du tout à la distance. Et là, les étudiants sont obligés de se déplacer en centre d'examen. D'accord. Très bien. Mais c'est vrai qu'on de plus en plus, hein, moi ça fait que 3 ans que je suis chez Icademy, mais de plus en plus on essaye de généraliser l'examen à distance.
primo parce que les étudiants eux-mêmes sont les premiers bénéficiaires et apprécient ces modalités. Par exemple, ils nous disent qu'ils ont beaucoup moins de stress à faire, par exemple, un examen en ligne par webcam interposée depuis chez eux. Ben, évidemment, ils sont dans leur environnement, ils n'ont pas le stress de se déplacer. Voilà. Donc en fait, les premiers bénéficiaires sont les étudiants eux-mêmes. Bien évidemment. Très bien. On y reviendra parce que je pense Ouais. que c'est vraiment un sujet qui est intéressant, qui soulève pas mal de questions, mais je pense qu'on y reviendra au fur et à mesure de la présentation, notamment des outils liés à ça, certainement, que tu présenteras un petit peu plus tard. Tout à fait. Jeff, Allez, je me lance, moi, sur mon petite première info. c'est parti. Donc je voulais parler de matériel là, puisque en ce moment c'est un petit peu, alors, je dirais pas la mode, mais oui, c'est dans l'air du temps, c'est l'enseignement avec les tablettes. Le seul problème de l'enseignement avec les tablettes, c'est si on veut projeter avec un vidéoprojecteur le contenu de notre tablette, eh ben, à part le câble, il n'y avait pas grand-chose. Le problème, c'est que le câble, ben, on revient sur un ordinateur au bureau. C'est pas ce qui est pratique. On veut du sans fil. Il existait quelques solutions chez Apple avec l'Apple TV, mais bon, ça restait cher, bon, ça marche, hein, mais voilà. Android a sorti quelque chose de très très intéressant. Je vais essayer de partager aussi mon écran si j'y arrive. Il est par là. Vous avez bien mon écran là? Ouais. Pour l'instant, on a un écran noir. Ah, un écran noir. Voilà, c'est C'est tout bon ou non? C'est bon, oui. Non, ça va pas? C'était bon, mais c'est reparti. Ah, ok. Donc ça s'appelle Chromecast, c'est ce qu'ils ont sorti, donc Google. Donc c'est une genre de petite, on pourrait représenter ça comme une petite clé USB, je sais pas si vous avez la photo à l'écran. Oui, oui. Ouais. Qui se branche sur un port HDMI. Donc un port HDMI, il faut que le vidéoprojecteur ait une entrée HDMI. Les récents vidéoprojecteurs l'ont tous maintenant. Donc ça se branche simplement dessus, ça marche en Wi-Fi, sur le même réseau Wi-Fi que notre tablette, et ça va tout simplement afficher notre tablette et bien sûr smartphone. Ça marche sur Android, mais ça devrait marcher aussi sur iOS, donc sur Apple. On devra avoir une appli dessus. Ça marcherait aussi sur un ordinateur, donc avec une petite appli aussi via Chrome, d'accord, pas une appli, une extension Chrome, d'accord, c'est une petite extension qu'on rajoute sur le navigateur Chrome. On va pouvoir aussi afficher notre ordinateur. Donc c'est assez simple et surtout c'est pas cher. Il est annoncé à 26 € pour la France. Sans les frais de port pour l'instant. Alors je sais pas à combien ça va s'élever. Sur Amazon on le trouve à 26 €. Donc ça reste quand même très abordable. Et je pense que c'est un produit qu'on devrait rapidement voir dans nos établissements en tout cas. Je pense. Donc aujourd'hui, ça marche uniquement sur de l'HDMI, c'est ça? Ça marche uniquement. C'est une clé USB qui marche sur le port HDMI. Alors c'est vrai une que. clé HDMI en fait. Comment? C'est donc une clé HDMI. Voilà, si tu veux. Et donc oui, c'est vrai que certains vidéoprojecteurs n'ont pas encore les anciens vidéoprojecteurs n'ont pas de ce port HDMI. Mais bon. Donc, est-ce que tu sais exactement on va pouvoir diffuser comme flux? Tous les flux audio, vidéo, tout et n'importe quoi? Vidéo, une page internet, ce que l'on veut. Vraiment ce que D'accord. l'on veut. C'est vraiment pour notre écran en complet, quoi. D'accord, ok. Voilà. Non, Je trouve ça très intéressant, puis vu le prix surtout. Hein. Voilà. Ouais, tout à fait. Très intéressant. Eh ben, écoute, moi, avant de passer la parole au dossier du soir, qui sera donc par Xavier, on va dire, je vais vous présenter rapidement aussi un petit outil qui m'était sorti de la tête, donc je l'avais pas prévu, le voici en direct. Ça s'adresse plus particulièrement aux profs de langue, quoique, bon, en ce qui me concerne, je vais penser d'abord aux applications pour les enseignants de langue. Aujourd'hui, quand on veut enregistrer nos élèves, que ce soit en classe ou hors classe, en classe, maintenant les classes qui sont équipées justement de baladeurs MP3 ou même de tablettes n'ont pas ce problème, mais quand on est obligé aujourd'hui d'aller en salle informatique pour enregistrer ses élèves, dans les établissements, on utilise quasi tous Audacity que tout le monde connaît, mais c'est pas évident quand on veut demander à nos élèves de chez eux
de s'enregistrer, de leur demander d'installer le logiciel, même si c'est pas très compliqué en soi, ça demande quand même un certain nombre de manipulations, ça demande un certain nombre de choses. Il existe un petit site qui permet qui permet aux élèves de s'enregistrer. On va juste sur la page, on appuie sur le bouton enregistrement et on enregistre sa voix si le micro est intégré ou en branchant un casque micro comme vous avez tous les deux. Donc moi aussi, je vais essayer de partager mon écran. Et c'est là que ça ne va pas marcher. Si. Mais si. Ah, du premier coup. Est-ce que bon. vous le voyez? Oui, oui. Super. Donc ce magnifique site très rapidement qui s'appelle online-voice comme la voix en anglais voice-recorder.com. On vous mettra le lien dans les liens d'ailleurs comme d'habitude après l'émission. On a le gros bouton rouge, le fameux bouton rouge, il suffit d'appuyer dessus pour enregistrer la voix. Ce fichier, on pourra le télécharger dans l'ordinateur et en plus, on pourra même en haut, avec les fonctions qui sont proposées, le découper, l'éditer, le convertir dans les différents formats audio, ce qui vont être les fonctions principales que l'on va utiliser. Moi, je trouve ça très pratique, très rapide d'utilisation. On va sur un site, on enregistre, pas besoin d'installer quoi que ce soit en dur. C'est vraiment ce côté très pratique des web applications, des applications web. Et ça marche de partout. On peut dire aux enfants, allez-y, allez sur ce site, on leur met le lien dans un ENT, ils peuvent s'enregistrer et après renvoyer le fichier. Et on évite le problème de ah bah oui, mais l'installation du logiciel n'a pas marché, j'ai pas trouvé l'encodeur qu'il fallait, enfin bref. C'est parfois toujours un peu complexe. Donc je vous invite à aller voir ce site, c'est très rapide, mais pour tous les gens qui souhaitent enregistrer leurs élèves, ça marche très bien. Je te coupe, on peut le partager aussi directement par mail. Exactement. Écoute, moi je t'avoue que jusque-là, je demande aux enfants plutôt de le passer par l'ENT. Hein. Dans la Loire, chez nous, c'est le fameux cybercollège. L'ENT de l'académie, pour des raisons professionnelles, parce qu'on nous demande, et à juste titre, de passer par là. Mais je pense sans aucun souci, je ne me rappelle plus qu'il est possible de le partager tout de suite derrière. Voilà. D'accord. Non, mais c'est pour éviter une manipulation supplémentaire, de le récupérer, de le mettre sur le NT, etc. Exactement, oui, non, mais c'est possible. En fait, on télécharge le fichier, hein, il arrive en format Wave par défaut. On peut faire directement un encodage à MP3 et on envoie le fichier. Voilà, Online Voice Recorder, c'est très très facile et ça permet vraiment rapidement d'enregistrer les élèves. Alors, voilà, encore une fois, je pense aux langues. Maintenant, pour des petites productions orales, même en français, en lettres, en ce que vous voulez, ça peut être très très intéressant. Voilà. Très bien. On y va pour notre dossier du soir. Avec toi, Xavier, de quoi tu vas nous parler? Oui. Alors, j'ai deux petits outils aussi sur lesquels je vais embrayer tout de suite, parce que comme ça, on reste sur la techno. Pardon. Donc, il y avait Crocodoc. Alors, c'est un dispositif, il en existe beaucoup d'autres du même type, Framapad par exemple pour la prise de notes collaborative. Celui-ci, bon, Primo, il est récent, il vient d'être racheté par Box, hein, le dispositif que tout le monde connaît, le cloud pendant de Dropbox par exemple. Et puis la particularité, c'est d'être entièrement compatible HTML5 et CSS3. Alors là, explique un petit peu l'intérêt du HTML5. Voilà. Ça garantit, c'est un indicateur qui va nous donner une parfaite compatibilité avec tous les navigateurs du marché. Et via mobile. À savoir, voilà, sur quel que soit le support, tablette, dispositif alternatif, tablette, etc. Aujourd'hui, parce que c'est vrai que finalement on revient un petit peu à une notion désuète qui était le WYSIWYG à l'époque, il y a 10 ans en arrière, c'était central et on est en train de revenir un petit peu à cette notion aujourd'hui parce que le manque de compatibilité devient un petit peu préjudiciable. Alors, la particularité de Crocodoc, c'est d'être, comme tu disais tout à l'heure, Guillaume,
un outil typique du Web 2 et qui exploite la technologie Markdown. Alors, spécifiquement, ça s'appelle le Lightweight Markup Language. C'est un langage de balisage léger. D'ailleurs, je tenais à le souligner parce que je ne le savais pas et je viens de l'apprendre, qui a été développé par John Gruber et Aaron Swartz. Aaron Swartz, c'est ce développeur de génie qui nous a quittés il y a quelques mois, suite à l'affaire Snowden, c'est ça? Ah oui, d'accord. Okay. Donc il a été un petit peu... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que je m'en perds là. Alors, la particularité de Crocodoc, c'est de pouvoir annoter un document de manière collaborative et de le partager en totale compatibilité avec les navigateurs. Alors, personnellement, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que, avant de montrer à quoi ça ressemble, c'est que je me bats, avec mes étudiants, je me bats un petit peu contre le PDF typique, que tout le monde connaît, qui est statique, que les étudiants vont télécharger en local sur leur machine et avec lesquels on va perdre toute traçabilité et surtout tout contact. Là, l'objectif, c'est de télécharger à l'intérieur de l'interface, de télécharger soit du doc, soit du PowerPoint, soit du PDF, soit de l'Excel, de la noter de manière collaborative et à l'intérieur, on va aller le voir, à l'intérieur donc de ces notes collaboratives, avoir la possibilité d'interagir avec les autres personnes avec lesquelles on aura partagé le document. Donc là, visiblement, ça n'a pas marché, mon partage. Donc je vais partager une autre page. Donc concrètement, les étudiants s'inscrivent sur Crocodoc ou non? Alors, tu édites ton document, est-ce que là c'est bon pour le partage? Non, il faut que tu choisisses la fenêtre qui s'appelle Mon navigateur, je me rappelle plus. Où elle devrait apparaître, ta fenêtre, quand il te propose les choix là de. Bon, c'est pas grave, on fait le en audio. Donc concrètement, moi, ce que je veux savoir, c'est quoi? C'est que les étudiants vont sur Croco, donc totalement gratuit par contre. Oui, c'est un open source. Tu télécharges, tu fais afficher, exactement comme dans Box finalement, tu fais afficher ton document dans le navigateur, et tu vas la noter comme dans un éditeur PDF. Il y a une préinscription d'abord avec des étudiants ou pas du tout? Non. Comment ça marche? Parce que j'en ai vu plusieurs. Moi, la façon dont, comme c'est un outil full web, tu vas l'intégrer avec le code d'intégration dans ton LMS par exemple, pour le mettre à disposition des étudiants. Donc il va être embedded dans le LMS. Donc intégré dedans, Intégré dedans, et les étudiants peuvent primo avoir à l'écran les notes que toi, tuteur, tu auras voulu ajouter. Alors qui plus est, tu auras pu ajouter par la suite, parce que là aussi le document n'est pas figé comme un vulgaire PDF, tu peux par la suite l'enrichir. Et les étudiants, en se loguant, donc il suffit, comme dans Framapad, il suffit de mettre un username et de se loguer. Ils vont pouvoir voir qui a noté ça, qui a répondu à telle question, qui en fait voir les interactions. Et les enregistrer, parce qu'à partir du moment où c'est ce que je voulais montrer dans la démo, à partir du moment où on choisit de le télécharger, on peut le télécharger en PDF seul, qui a pas d'intérêt, et de le télécharger en PDF Markdown avec toutes les notes enrichies. Est-ce que les étudiants doivent créer un compte ou est-ce qu'il suffit de rentrer son nom pour entrer dans la zone, si je puis dire Alors, de la façon dont je travaille
avec le code d'intégration dans Moodle, puisque c'est le cas, ils n'ont pas besoin de se loguer, c'est-à-dire qu'ils ont simplement besoin de rentrer un username et ils peuvent interagir. Pour le reste, peut-être qu'il faut effectivement créer un compte, je ne sais pas. D'accord. Okay. Enfin, en tout cas, c'est simplissime. Bon, je mettrai également le lien, hein, c'est très simple. Le gros intérêt par rapport à d'autres outils équivalents, c'est qu'il est compatible avec n'importe quel navigateur, n'importe quel appareil, etc. Voilà. Et de récupérer les notes collaboratives. Oui, récupérer les notes aussi, ouais, c'est vrai. Voilà, donc de garder en fait les interactions, parce que c'est vrai que on interagit sur beaucoup de dispositifs, mais on perd un petit peu la trace de ce qui s'est dit. Alors que là, en téléchargeant, on peut garder les traces. Est-ce qu'on dispose d'une fenêtre de chat ou quelque chose à côté pour interagir avec les autres personnes? Alors, c'est pas une fenêtre de chat, c'est là où tu as rentré une note, tu as la possibilité pour chaque note de répondre. D'accord, très bien. Donc c'est bon, c'est pas non plus un dispositif d'échange en ligne, hein, donc c'est voilà. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Deuxième outil, d'ailleurs dans la même lignée, ça s'appelle MoveNote. Tu peux appeler? Alors, MoveNote, c'est M-O-V-E-N-O-T-E. N-O-T-E, tout simplement. Ok. Alors, comme Guillaume, moi je suis utilisateur de marque à la pomme, donc j'aime les choses très simples et intuitives, pas les usines à gaz. Et c'est vrai que MoveNote, dans ce cadre, il est relativement simple d'utilisation. Donc c'est une appli aussi qui fonctionne en mode SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire que l'application et ce qu'on va réaliser, tout est hébergé sur le site du fournisseur. Alors, pourquoi je m'y suis intéressé, c'est que je cherchais un moyen de permettre à nos tuteurs, donc, qui sont également distants, hein, qui ne sont absolument pas des geeks, et en l'occurrence pas très aguerris aux technos du web, de pouvoir faire enregistrer des screencasting ou enregistrer des documents webcam sans avoir à paramétrer ni le micro ni le stockage de leurs vidéos, et encore plus dur pour eux de savoir la mettre en ligne. Donc là, ce dispositif permet d'enregistrer, de faire donc le screencasting, de télécharger un document, le document que l'on va justement commenter en vidéo. Donc en fait, ça un petit peu comme ce que l'on fait actuellement, on a deux écrans. Le document que l'on souhaite commenter et le document vidéo que l'on enregistre en synchrone, et on va lier les deux par le biais de cet outil. Alors je voulais montrer, j'avais une petite démo, je voulais montrer, je refais une tentative. Donc là, on est vraiment dans le e-learning pur, hein, c'est ça? Donc on enregistre donc les tuteurs, tu dis ça, donc c'est comme si c'était un prof, hein, donc, qui fait ce qu'il fait en ligne et ce qu'il présente, c'est ça? Via webcam et via aussi ce qu'il fait aussi de manipulation informatique, ou pas du tout? Ou c'est que du webcam, ça? Alors, c'est vrai que le screencast... Il y a un document PowerPoint, par exemple, il va s'afficher ce document PowerPoint? Oui, c'est oui, ça? tout à fait, oui. D'accord. Bon, apparemment, ça marche. Voilà. Donc MoveNote. Bon, ça se présente un petit peu comme Box, là aussi, hein, très simplissime. Alors, seul bémol, c'est que une fois que vous avez enregistré votre document vidéo et que vous le partagez, l'ayant droit, enfin MoveNote en l'occurrence, récupère une partie ou toute partie des droits de diffusion. Donc c'est à utiliser un petit peu avec. En tout cas, il faut réfléchir à la façon dont on va le diffuser, dans quel contexte on va l'utiliser. C'est complètement open source ou ça, ou non? Oui, c'est open source. Si, c'est open source aussi. Oui. D'accord. Bon, très bien.
Donc ça nous amène un petit peu à ce que tu voulais parler après sur le phénomène des MOOC, c'est ça? C'est ça. C'est un peu lié ça, tous ces Oui, outils. oui, tout à fait. En tout cas, effectivement, ça concourt à rendre le tuteur un petit peu plus, les participants plus actifs, et c'est vrai, le tuteur un petit peu plus près des attentes des étudiants, en l'occurrence avec ces outils du Web 2.0. Alors, pourquoi je proposais ce petit focus sur le connectivisme? Parce que les MOOC, c'est vrai que en ce moment, c'est un phénomène. Alors, donne-nous ta définition des. Le MOOC, c'est Massive Open Online Courses. Donc, ce sont ces universités alors qui ont démarré outre-Atlantique avec le MIT, avec les plus connus, c'est Coursera. Coursera a sorti un cours sur les réseaux sociaux qui a fait là aussi qui a fait un buzz. Ça a été suivi par la société edX. Et puis on a vu depuis peu, on a vu au côté anglais, ça s'appelle Future Learn. Pardon, je suis enrhumé donc j'ai du mal. Là aussi c'est un consortium d'universités anglaises donc qui vont sur le même principe, qui vont dispenser, qui vont proposer sur une même plateforme, qui vont proposer des centaines de cours ouverts avec la possibilité ou pas d'avoir une certification in fine pour avoir suivi ce cours. Donc ça c'est vrai que c'est quand même une révolution hein, et c'est en train un petit peu d'ébranler le système éducatif, enfin l'enseignement supérieur, parce que jusqu'à présent pour passer des diplômes de cet ordre, il fallait impérativement aller à la fac. Donc là aujourd'hui on a la possibilité en se loguant sur ces plateformes d'apprendre, en tout cas de suivre des cours. Alors c'est souvent des cours filmés ou on a aussi un peu plus d'interactivité ou des choses comme ça? Ils ont tous à peu près les mêmes modalités, c'est-à-dire qu'on a en général une séquence synchrone hebdomadaire, où là évidemment ils font en sorte de faire venir une personne qui est suffisamment connue pour que les étudiants se pressent au portail. Et puis par la suite, bien évidemment, c'est une plateforme virtuelle où on va pouvoir prendre connaissance des cours, et puis certaines aussi proposent des devoirs. Concrètement, les étudiants ces MOOC-là c'est du live ou c'est plutôt des cours déjà préenregistrés ou comment ça se passe? Les fameuses séquences synchrones, ce sont des lives. D'accord. Un petit peu. D'ailleurs, on en a vu. On commence à avoir des MOOC francophones pointés. Oui, il y a quelques universités, je sais que. Voilà, il y a eu le MOOC gestion de projet, par exemple, dernièrement, qui a fait parler de lui, parce que c'était le premier certifiant en France, enfin francophone. Donc ça dépend, mais en général, pour que ça remporte l'unanimité, c'est vrai que ce sont des séquences synchrones, où donc un maximum d'étudiants sont connectés simultanément. D'accord. Donc tout ça repose sur la même théorie du connectivisme. Ce connectivisme, j'en dis deux mots, ça a été développé par Siemens et Dons, deux chercheurs nord-américains, et qui ont placé donc le principe du réseau comme principal moteur de l'apprentissage. Donc ça consiste à massifier la formation pour exploiter le potentiel de la diversité d'opinions. Donc ça, on va dire que c'est pas, ça paraît pas révolutionnaire, et pourtant c'est ce qu'utilisent tous ces MOOC. Alors j'ai parlé des States, j'ai parlé de l'Angleterre avec FutureLearn, et puis depuis peu notre ministre
vient de donner le ton avec le fun, hein, France Université Numérique. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On pousse les universités de toute façon à développer les MOOC, hein, c'est ça? Je t'ai pas compris, pardon. On pousse de toute façon les universités à développer justement les MOOC, c'est ça? Ben, est-ce que réellement on a le choix? C'est-à-dire qu'il y a une étude récente là, qui a mis en lumière, en fait, c'est suite aux dernières assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, on a évoqué pour la première fois la fin potentielle du cours magistral, c'est-à-dire que le taux d'assiduité en amphithéâtre devient à ce point catastrophique qu'en haut lieu, on est en train d'envisager un système alternatif. Et pour le moment, le Massive Open Line Courses semble être cette alternative. Et est-ce qu'on a des retours justement sur les premiers Bah, les retours qu'on a, effectivement, ils sont vu qu'on a effectivement qu'une faible distance de recul, il y a un taux d'inscription qui est assez faramineux. Hein, pour Coursera, par exemple, sur le cours de l'ADA Adamic, là, sur les SNA, réseaux sociaux, on a atteint des 300 000 inscrits. Ah oui, d'accord. Mais au final, donc les gens s'inscrivent par curiosité, hein, et au final, on a 6% réellement, moins de 10% de gens qui vont au terme du cours. D'accord, il y a un peu le phénomène nouveauté. Bah, complètement. Et moi, enfin, le terme de MOOC en lui-même, c'est un buzzword, hein, c'est-à-dire que je pense que dans pas très longtemps, on va passer à autre chose. Le principe du connectivisme restera, parce que ça, c'est fondamental, et moi, c'est ce que j'utilise par exemple aussi en conf call avec mes étudiants. Faire en sorte de leur donner la possibilité de participer. Alors, soit participer directement pendant la conf call en posant une question, mais pour ceux qui sont un peu moins audacieux, c'est vrai que ça peut être une participation a posteriori, une fois que la conf call est terminée, sur Twitter ou sur la plateforme. En tout cas, il y a participation, quoi qu'il en soit, il y aura participation, et c'est là l'objectif. Bon, comment ça se passe pour le contenu des cours? Je veux dire, les cours étant mis en ligne, qu'est-ce qui se passe pour les droits? Quid de toutes ces questions en fait? Alors, c'est une question que l'on est en train de se poser chez Icademy, parce que donc on est un centre de formation privé. Et le principe du MOOC nous intéresse pour plein de raisons, mais sur le plan du modèle économique, c'est effectivement problématique, parce qu'on ne peut pas diffuser ouvertement un cours pour lesquels les inscrits ont payé. Donc là, c'est une question de fond. Par exemple, ce qui a été envisagé, c'est de faire un MOOC sur un cours en particulier qui a bonne presse, comme les réseaux sociaux, de proposer celui-ci de manière ouverte, et puis par la suite, voilà, parce qu'il faut quand même raisonner en sonnant et trébuchant. Ouais, bien sûr. Voilà. Bah, très bien. Guillaume? Désolé, je suis vraiment désolé, mais je vais être obligé de vous laisser. Eh ben, de toute façon, on va s'arrêter là, de toute façon, sur la demi-heure, là. Mais j'aimerais bien que Xavier revienne dans un prochain podcast pour qu'on puisse prendre le temps d'en parler un petit peu plus, et puis régler ces problèmes techniques qui ont fait qu'on n'a pas pu voir tout ce qu'on a voulu voir. Non, mais c'est le premier invité, donc il sera obligé de revenir, hein. C'est notre parrain, hein, de l'émission. Très bien. Merci Xavier, en tout cas, merci beaucoup. Pas de problème. Juste une petite chose, si on veut te retrouver sur Internet, Xavier, quel est le meilleur moyen? Sur Twitter. Twitter, ouais. D'accord. Nos Twitter sont tous affichés en bas, et ils seront affichés dans les liens de l'émission. Eh ben, merci beaucoup Xavier, en tout cas d'être. Merci à tous. Merci Guillaume. À vous. Au revoir, bonne soirée. Et bonnes vacances. Ouais, de même, à la prochaine.